Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Péquignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Dans la même collection. Un Mounir Korm pour une troisième république libanaise, 2012. 2. Marc Lavergne, l'émergence d'une nouvelle scène politique, 2012. 3. Marc Lavergne, une société en quête d'avenir, 2012. 4. Sébastien Abyss, pour le futur de la Méditerranée, l'agriculture, 2012. 5. Sylvia Chifolo, Sociétés arabes en mouvement 2012. Avertissement. J'ai écrit ce texte au lendemain de la conférence de Pékin qui s'était tenue en 1995, autour du thème de l'émancipation féminine. La première guerre du Golfe venait de s'achever, les violences islamistes gagnaient toute l'Algérie et l'on enregistrait ce fait inédit. Des femmes voilées de pied en cap descendaient dans les rues de Rabat et d'Alger. Pour la première fois, surgissait, face au féminisme de naissance européenne et d'obédience occidentale, une contestation qui risquait de mener au clash et de dresser en Méditerranée de nouvelles frontières. Bien que n'ayant jamais milité, je tentais de trouver une parade, une solution, un espoir. Toutefois, gagné par le doute d'aller à contre-courant de l'histoire ou de me faire piéger par une fausse alerte, je renonçais à publier ces pages. Je craignais en outre que ma démarche soit mal comprise ou soit assimilée à une prise de position dépassée, sectaire, voire antiféministe. À quoi bon aller contre ? D'un côté, des militantes occidentales convaincues de détenir le modèle idéal de l'émancipation féminine malgré les nombreux retours de bâton, et de l'autre, des musulmanes persuadées que le sort des femmes est à placer sous la bannière du prophète et la loi de Dieu. Et puis, il y a eu les récentes révoltes arabes. Et le risque pour les femmes de rester sur le quai. L'espoir d'une évolution réelle des conditions des femmes du Sud à la faveur de ces rébellions s'éloigne, en effet. Et l'émergence de l'islamisme légitimé par les urnes augure plus que jamais de cette fracture que je redoutais entre les femmes des deux rives. C'est pour cette raison que je livre aujourd'hui ces réflexions, à peine réactualisées, au lecteur. C'est à lui de juger de l'opportunité ou de la vanité de leur teneur. Elles seront ma donne pour la Méditerranée dont je revendique l'appartenance première. Bref. Il faudrait que la Méditerranée, au lieu de séparer, unisse. Et c'est alors, peut-être, que l'on verrait de nouvelles Andalousies remonter du fond de la mer. Jacques Berck. Nous sommes entrés dans les temps féminins. Parce qu'il est devenu crucial de poser la question des femmes, de renégocier leur place et leur rôle en ces temps d'impasse du féminisme au nord et de déferlante islamiste au sud, de songer au-delà même de la condition féminine à l'avenir de la Méditerranée. Si aucun discours sur la Grande Bleue n'a inclus sérieusement la question des femmes, s'il n'existe nulle trace d'une histoire des Méditerranéennes, ni la détermination de refonder la réalité et les imaginaires à partir d'une action et d'une pensée féminine, c'est le moment ou jamais de le faire. De démontrer que les Méditerranéennes savent parler à partir d'un lieu unique, revendiquer en même temps qu'une condition digne, un héritage commun, bâtir un projet où l'on ne distingue plus la cause des femmes du devenir méditerranéen. Que les non-méditerranéennes se rassurent. Mon intention n'est pas d'exclure d'autres femmes, mais de reconnaître la proximité évidente d'une aire géographique où les histoires sont si proches, les références identiques, les conflits inextricablement mêlés. Elle n'est pas de créer une sorte de duo exclusif entre les femmes des deux rives, ni de prêcher pour un nouveau sectarisme, mais de resserrer les liens entre celles qui ont un patrimoine commun de souvenirs, d'épreuves et de réalisations,
de désigner des ouvertures et des lieux de passage entre le nord et le sud de la Méditerranée. Mon intention est d'affirmer l'identité de cette région spécifique parmi toutes, non pas dans le but de l'opposer à d'autres, mais d'amener ses propres riverains à conjuguer leurs acquis et à reconnaître leurs ressemblances, à chercher dans leur propre passé des réponses aux débats qui secouent leur société, à survivre enfin à l'hégémonie du modèle unique, seule façon de conserver une chance pour l'universel, en ce que celui-ci est la résonance simultanée de particularités diverses. Prétentieuse peut paraître la tentative d'unir la Méditerranée autour de la question des femmes, voire même paradoxale, tant est ancrée l'idée que nul clivage entre les deux rives n'est aussi marqué que sur ce registre. Il suffit d'observer les différences, nous dira-t-on. Le Nord a pour lui le droit et la suprématie de l'individu, et ces femmes ont gagné haut la main le combat de l'émancipation. Le Sud est attardé, fanatique, primitif. La Méditerranée arabe et musulmane demeure la région au monde où la régression et l'obscurantisme, s'agissant des femmes, sont les plus frappants. Alors, pourquoi cette obstination à chercher l'implication de sujets différents dans un dessin identique? À proposer le même projet à des femmes de deux mondes, ostensiblement opposés? Comment légitimer la voix des Méditerranéennes du Sud en un lieu de parole où les acquis du Nord paraissent aller de soi, et où l'exemple de l'Europe s'impose d'emblée? Pourquoi remettre en question les modèles instruits et les dominations légitimes du féminisme occidental? Le tableau contrasté qu'offre la condition féminine d'une rive à l'autre pousse les pessimistes à conclure à une indéniable rupture en Méditerranée, et oblige à reconnaître que le statut des Méditerranéennes illustre un sujet de conflit, un différend de plus, et pas des moindres. Et dans ce langage de différenciation, les femmes sont elles aussi prises au piège. Peu au fait de leur passé commun et de ce qui les rapproche, ne sachant pas s'il faut relayer ou confronter le discours masculin, les Méditerranéennes perpétuent une vision manichéenne qui ne cesse de cliver leur existence de femmes, leur présent, leur rive. De là, probablement, vient cette absence d'une réflexion sur un féminisme de terroir méditerranéen, si j'ose dire. Une réflexion sur un modèle qui ne créerait pas de scission entre le Nord et le Sud, et qui porterait une grande partie des revendications et des ambitions des femmes. Une pensée qui échapperait à la facture rigide et hégémoniste du féminisme nordique, comme au programme rétrograde et ségrégationniste des femmes islamistes. Réfléchir à la formule d'un féminisme méditerranéen ne consiste pas à fustiger les acquis enregistrés grâce aux mouvements féministes occidentaux depuis la fin du XIXe siècle. Loin de là. Nul doute que l'activité professionnelle, la citoyenneté, la légalisation de la contraception et de l'avortement, la liberté de disposer de son corps, sont des avancées extraordinaires et ne devraient en aucun cas être remises en question. Pour autant, il faut admettre que le modèle du féminisme pur et dur a fait ses preuves et qu'il ne s'ajuste pas toujours aux aspirations de toutes les Méditerranéennes. Une contestation récurrente, aussi bien dans la pratique que dans les écrits, s'érige contre les consignes d'un militantisme frisant la tyrannie de la logique sexiste et la suprématie de l'individu, en même temps que menace la dictature d'un islamisme qui, au nom de Dieu, entend stopper la marche des femmes et tirer le rideau sur leur existence au monde. Mon ambition est de dire que la Méditerranée peut resituer la problématique féminine en la débarrassant des surenchères idéologiques, de l'extrémisme militant frappé du syndrome de l'éternelle victime, des gesticulations économico-médiatiques, de la mystification des réalités objectives à renfort d'acrobatie théorique. L'exception méditerranéenne saura alors redéfinir le rapport des sexes en dehors des enjeux idéologiques et du poids des institutions, dans une position plus soucieuse de l'impact des valeurs que du diktat des principes. L'approche méditerranéenne consisterait à trouver au féminisme une tonalité plus authentique, plus savoureuse, plus chargée de sens. Non pas un logo et des lois, exclusivement, mais un savoir-être et des compromis. Non pas des quotas obligatoires, mais une réelle liberté de choix. Le véritable partenariat entre les sexes consisterait alors pour les femmes, non pas à se comporter comme des hommes, ni à s'aligner au savoir-faire masculin mais à se poser en repère authentique et en vraie alternative. Moins soucieux de revendications personnelles, moins porté sur des considérations de principe, le féminisme méditerranéen peut transgresser la propre cause des femmes pour se poser comme porteur d'une autre vision du monde. En effet,
S'il est de plus en plus admis et évident que l'avenir de la Méditerranée est tributaire de la capacité de cette mer à y inclure un destin digne et égalitaire des femmes, il est également opportun, voire urgent, de dépasser les débats vains autour de cette inégalité des sexes qui n'en finit nulle part de finir, disait Berck, pour interroger les femmes sur leurs propres devoirs à l'égard de la Méditerranée. Parce qu'elles sont dépositaires d'une histoire commune, de combats et de défis similaires, d'un être au monde identique, les Méditerranéennes se doivent de transgresser la question des femmes pour celle plus large de la Méditerranée. La nouvelle cause des femmes est probablement là, en effet, non plus celle jalouse et exclusive de leur sexe, mais celle du bassin méditerranéen. Non plus la seule dialectique de l'identité et de la différence qui régit la relation entre hommes et femmes, mais la dynamique politico-historique qui définit le rapport entre les deux rives. Ce faisant, il ne s'agit pas de mésestimer la cause des femmes, mais de l'inscrire dans un futur qui la dépasse et dont elle aura pour une large part la responsabilité. Utopie ? Peut-être. Mais il n'est pas dans mon intention de répondre à des dénis ou à des reproches masculins, ni même de prendre les précautions d'usage consistant à ne pas oser parler librement des femmes au nom d'un militantisme de principe qui a souvent avancé en gommant les réalités subjectives, ni au nom d'un féminisme qui a fini par faire l'impasse sur le féminin face à l'espérance d'ouverture et de tolérance, à la tentative des apostrophes. Un rapprochement des deux rives fondé sur le dialogue des deux traditions arabo-islamiques et gréco-latines, certains ne manqueront pas de moquer cet angélisme trivial d'une Méditerranée unie. Qu'importe. Ma conviction unitaire de la Méditerranée emprunte si peu aux formules d'intérêt bien compris et de réalisme de mise. Elle ignore volontairement les échafaudages économiques, les slogans politiques, les stratégies qui ne voient de projet pour cette région du monde que dans l'édification d'un village méditerranéen à travers le réseau des agences de tourisme. Telle est en tout cas la réflexion que je souhaite livrer, issue d'une vision qui n'est ni politique ni culturelle mais féministe dans le sens où elle émane des femmes, s'efforce de ne pas trahir leurs aspirations profondes, entend redéfinir le projet méditerranéen à partir de leur point de vue. Dès lors, il s'agit d'aborder autrement le questionnement identitaire, de mettre en cause les entraves religieuses, d'entreprendre une revendication du passé et de l'histoire qui ne soit pas motif au rejet de l'autre, de revivifier enfin les modèles de coexistence pacifique et de savoir-être méditerranéen. Il s'agit de contrecarrer les poussées des extrémismes par des forces d'ouverture et de démocratie. De formuler une nouvelle espérance pour un bassin méditerranéen tenté par la clôture culturelle et le monolithisme identitaire, le vœu d'une Méditerranée débarrassée de l'occidentalisme et de l'eurocentrisme outrancier, et de l'islamisme radical. De valoriser les acquis méditerranéens, non pas à travers des attitudes de repli et de crispation culturelle, mais dans un nouveau rapport ouvert et décomplexé vis-à-vis de l'héritage méditerranéen. Alors entrons sans complexe dans cette querelle des intérieurs qu'affectionnait Gilbert, dans ce constant mouvement des migrations et de voyage vers soi-même en l'autre et vers l'autre en soi. Posons sur le monde un regard amoureux et serein. Un regard méditerranéen. Pour autant que l'on ne se laisse pas compter par un homme aux forces théâtrales, ni par des dieux méditerranéens somme toute si humains. Pour autant qu'entre les femmes des deux rives naisse le vrai lien. Afin qu'elles chevillent leur identité d'être à leur identité du faire, qu'elles forcent à un choix civilisationnel qui inclut au-delà de leur propre destin, celui d'une mer que les Arabes appellent la médiane. Jacques Berck disait aussi qu'une construction originale, entre le sud et le nord de la Méditerranée, entre l'ère arabo-islamique et l'ère gréco-latine est possible, mais qu'il lui manque un fiat rénovateur. Et si ce fiat se révélait être les femmes ? S'il s'avère qu'elles sont un ferment de régénération et le levier d'une reprise du mouvement sur nos rivages. Nous serions alors ces Troyennes de retour, ces Eurydice retrouvées de la Méditerranée. Un humanisme nouveau ressurgirait probablement du giron des Méditerranéennes. Là où ne sévirent que guerre et inimitié, ressusciterait ce modèle andalou, qu'il appartient aujourd'hui aux descendantes d'Hélène et de Didon, de Sappho et de Walada d'incarner. État des lieux. Les hommes et la Méditerranée. La Méditerranée est telle que la font les hommes, affirmait Fernand Braudel. Nous savons ce que les hommes ont fait de la Méditerranée.
Des camps de soldats armés et d'incessants foyers de guerre. Les extrémismes toutes catégories. Les itinéraires tragiques pour des veuves et des enfants lancés sur les routes de l'exil. Les cimetières où gisent les martyrs de causes absurdes. Face au XXe siècle qui s'est achevé dans le triomphe des folies guerrières et de l'appétit destructeur des tyrannies de toutes sortes, face aux grandes questions d'éthique auxquelles nous confrontent les avancées vertigineuses de la science, à des sociétés qui ne sont plus dans l'altérité mais dans l'altération, de l'humain, de la nature, des valeurs et du sens du progrès, prenons acte de l'échec cuisant de l'homme méditerranéen. Celui qui devait et pouvait porter le projet d'un humanisme spécifique, a été inféodé aux puissances du pouvoir et de l'argent, dressé par les rivalités des croyances et des clans. Au vu des guerres, des horreurs économiques, des grandes impasses de la science devant l'éthique, l'homme méditerranéen du XXe siècle a perdu le pari. Parce qu'il fut un animal politique essentiellement. Les guerres mondiales, les conflits du Liban et de la Bosnie, les violences au Kosovo et en Algérie le confirment. La montée des droites extrémistes européennes et l'émergence de l'islamisme fournissent la démonstration des dérives HE moniques et de l'appétit du pouvoir masculin. Le drame du Proche-Orient l'atteste au quotidien. Par l'homme, la Méditerranée s'est désincarnée. D'entité culturelle aux perspectives communes qu'elle aurait pu être, elle est devenue frontière et discours d'exclusion creusé d'ambitions rivales. Le sens des affaires a fini par la transformer en un produit lucratif et une centrale de location pour espaces anonymes de villégiature. Certes, de temps en temps s'élève une voix. S'érige un espace de débat ou une conférence régionale. S'esquisse une volonté refondatrice, une opportunité de rapprochement. Mais les courants des intérêts propres refont surface, la dictature du politique réapparaît avec d'autant plus d'évidence que tout se tasse après quelques rencontres et sommets médiatiquement bien agencés. L'Union pour la Méditerranée en est le dernier avatar. La Méditerranée des hommes retrouve alors son vrai visage, politique, économique, touristique, promotionnel. Elle discute argent avant de discuter valeurs, avance sous l'emblème des nationalismes, le goût secret des hégémonies, consacre à l'instar de l'Amérique, le culte de l'objet, les signes non porteurs de sens, l'empire de l'éphémère, le règne de la consommation et la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.